Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette rapide vidéo de débrief de la fin du match 3 entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers. ATO Wars, la guerre des after timeout, à son paroxysme entre d'un côté le Mozart du basket, Brad Stevens, qui aura écrit un nouveau récital sur cette fin de match, tant sur le plan tactique c'était bien joué, de l'autre côté Brett Brown a fait de son mieux avec des Sixers qui ont accumulé les boulettes, qui ont été absolument fatales aux espoirs de cette équipe de Philadelphie. Les Sixers qui s'inclinent, menés 3-0. Ça va être très compliqué pour eux, puisque jamais dans l'histoire de la NBA une équipe n'est revenue d'un déficit de 3 victoires à 0, mais on n'en est pas encore là. Je vous propose de vous concentrer et de me permettre de vous présenter via mon petit débrief cette fin de match qui aura été, sur le plan de l'intensité, des qualités basket, du QI basket et de la tactique, un match absolument passionnant. À 41 secondes de la fin, les Celtics vont passer à -2 après ce lancer franc de Bellinelli. Déjà, première chose à constater d'un point de vue tactique, les Celtics choisissent, alors qu'ils ont encore 2 temps morts en réserve, ils choisissent de ne pas demander temps mort après ces 2 lancers francs marqués par Bellinelli. 95% des coachs NBA auraient pris temps mort ici, pour mettre quelque chose en place, pour chercher une égalisation ou passer devant sur cette possession. C'est pas le cas des Celtics, qui se décident de la jouer dans la continuité. Montée de balle de Rozier, on a une petite séquence, vous voyez, à l'opposé, avec un Brown qui vient se présenter côté ballon. Dans la continuité, il y a un espèce de hand-off avec un Brown qui jaillit pour aller vers le cercle en dribble, aller chercher un lay-up. C'est assez bien construit. Il n'y a pas d'aide de Bellinelli sur le côté fort, c'est bien défendu. Simmons conteste bien le drive de Brown. Derrière Brown, ça cafouille, il perd le ballon. Ça tombe miraculeusement dans les mains d'un Celtics. Et puis, voyant que rien n'est en train de se passer, que ça cafouille complètement, regardez dans le coin de votre écran, on a un Brad Stevens qui vient susurrer aux oreilles de l'arbitre écoute, je crois que je vais prendre un temps mort. Ce que l'arbitre effectivement signale tout de suite, et la séquence à 8 secondes de la fin de cette possession, la séquence elle est arrêtée net, et les Celtics prennent donc ce fameux temps mort. Sur la séquence de remise en jeu, c'est très intéressant parce qu'on a le Mozart du basket, on a le Brad Stevens qui écrit un nouveau concerto, qui écrit un nouveau chef-d'œuvre tactique, et c'est le cas ici. Regardez bien sur cette séquence, c'est très intéressant. Concentrez-vous sur Brown qui est ici dans le corner. Il va y avoir une petite séquence en flex où en fait Brown fait semblant, après un espèce de clear-out de Horford, mais ça c'est pour attirer la défense sur quelque chose qu'on va créer à l'opposé, mais c'est un leurre. Regardez Brown, il vient faire semblant de poser un écran descendant sur le défenseur qui défend sur Morris. Mais en fait c'est un leurre, parce que Morris il s'écarte et Brown, après avoir posé son écran, il ouvre immédiatement au panier. Toute la défense des Sixers, elle est focalisée sur un joueur qui va jaillir, un petit peu comme ici Rozier, sur un joueur qui va jaillir au-delà de la ligne à 3 points pour un 2 points long ou pour un tir à 3 points. Et en fait, c'est pas du tout ça. Les Celtics, ce qu'ils veulent, c'est libérer la raquette pour lancer une petite séquence en alley-oop, une petite séquence en passe lobée. C'est exactement ce qui se passe. Derrière, Brown récupère le ballon. C'est relativement bien contesté par Ilyasova, mais quand vous récupérez dans le basket une balle aussi loin enfoncée dans la raquette, ça devient quasiment indéfendable. Et les Celtics égalisent. Dans la foulée, montée de balle des Sixers. Coach Brown décide de ne pas demander un temps mort et de la jouer dans la continuité, ce qui permet d'éviter à la défense adverse de se mettre en place. Pas de souci. Les Sixers sont également une équipe assez bien structurée et on va aller mettre quelque chose en place côté Sixers à l'initiative, vous voyez, de Coach Brown qui dit à Simmons, ok, va mettre quelque chose en place à l'opposé. C'est en fait un petit démarquage de JJ Redick et dans la continuité, il y a Simmons qui descend en bénéficiant d'un écran de Embiid et a priori dans la foulée on a un Embiid qui vient poser un écran sur JJ Redick. La genèse de cette séquence c'est ça. Et JJ Redick inexplicablement il va
perdre la balle ici, ou alors il va tenter de servir Embiid, c'est pas très très clair, sur un espèce de hand-off. Vraisemblablement, l'option numéro 1, mais quand on voit une passe parvenue aussi large, l'option numéro 1 c'était d'avoir un Embiid qui sortait et peut-être derrière un hand-off beaucoup plus que d'aller resservir Simmons qui ne regarde même pas la balle. Donc, dans tous les cas, dans le basket, on ne fait jamais la passe si on ne croise pas les yeux de son coéquipier en attaque pour être sûr qu'il peut la réceptionner. Bref, cafouillage colossal dans la foulée. Ça vient être intercepté à l'opposé et les Celtics, à 1 seconde 7 de la fin, dans la consternation la plus totale dans la salle, ils passent à +2. La bonne nouvelle, c'est que les Sixers n'avaient pas demandé temps mort, donc ils en ont encore un. Remise en jeu latérale ici, côté Philadelphie. On a une configuration qui est finalement assez classique, avec 3 joueurs plus ou moins alignés et un 4e ici dans la raquette. Il peut se passer plusieurs choses sur ce positionnement de base. On peut avoir effectivement des joueurs qui vont croiser ici au-delà de la ligne à 3 points, et on peut aussi avoir une séquence où ces deux attaquants descendent poser un écran et c'est celui-ci qui va jaillir. Donc c'est assez compliqué à défendre, c'est assez compliqué à lire pour la défense adverse. Ici, on va partir sur quelque chose finalement d'assez simple. Côté Sixers, ça croise entre les deux qui étaient ici à l'extérieur. On a Bellinelli qui vient se présenter côté fort, côté ballon dans le coin, en bénéficiant d'un écran. C'est ici Ilyasova qui pose l'écran. Derrière, on communique mal en défense côté Celtics. On aurait dû vraisemblablement changer dans ces fins de match où il reste moins de 2 secondes. Quand il reste quelques secondes, on change sur tous les écrans pour ne pas laisser d'intervalle ici complètement ouvert. Ça n'est pas le cas ici. Bellinelli a un tir très 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 compliqué, mais non contesté, qui rentre et les Sixers égalisent. On fait un plongeon dans la toute fin de la prolongation. Vous voyez que côté Philadelphie, on est à +4. Donc on a très bien géré la prolongation. Et possession pour les Celtics à 1:30 de la fin. Il reste un peu moins de 100 secondes à jouer dans cette rencontre. On a une séquence de démarquage avec un Tatum, vous voyez, qui jaillit dans l'aile. Encore un problème de communication dans la défense des Sixers, où on a 2 joueurs qui vont sortir en même temps sur Tatum. Il n'y avait pas besoin de changer ici, regardez, parce que Tatum, il est finalement relativement bien accompagné, mais Embiid fait preuve d'un excès de prudence en sortant sur Tatum. Résultat, on vient se replacer derrière, parce que Horford vient flasher au cercle, il est tout seul. On vient se replacer derrière, mais on a un mismatch côté Celtics, mismatch qui va être évidemment exploité en intelligence totale par Tatum. Tatum a 19 ans, Tatum a 19-20 ans, c'est un rookie, et c'est pourtant lui le go-to guy des Celtics dans ces fins de match ultra serrées en play-off. C'est absolument hallucinant quand on y pense, et ici c'est parfaitement joué en intelligence. Combien de joueurs il serait allé en première intention et aurait été contré par Embiid? Eh bien non, ici petite feinte, on efface le défenseur et on vient marquer à 2 points en dessous. Les Celtics sont donc revenus à -2. Possession pour les Sixers, très jolie séquence d'isolation et on envoie Simmons, le choc des rookies qui n'en sont pas ultra décisifs dans ces fins de match, et on a toujours un +4 pour Philadelphie, moins d'1 minute à jouer, et on a toujours un Tatum qui va être le go-to guy de l'équipe et qui ne se contente pas d'arroser de loin. On a déjà 40 minutes de match ultra intense dans les jambes, la fatigue est accumulée et on a des joueurs qui ne tombent pas dans le piège de l'isolation step back, tir à mi-distance, qui se forcent à continuer à être agressif, et ça c'est vraiment à saluer. Et dans la continuité, on a des paniers à haut pourcentage qui sont trouvés en dessous. Temps mort demandé par les Sixers. Remise en jeu côté Philadelphie. Petite séquence en hand-off. Le hand-off est mal posé. Bellinelli, il sort trop loin. La passe est imprécise et on a encore une séquence en cafouillage total et une interception de Boston. Derrière, les Sixers, ils n'ont pas d'autre choix que de faire une grosse faute pour ne pas laisser Horford marquer tout seul en dessous. Et
Du côté de Boston, eh bien, on recolle comme ça à base de stop défensif dans la rencontre. On est à -1, 30 secondes à jouer. L'idéal pour les Sixers dans ce scénario, c'est de marquer alors qu'il reste entre 29 et 30 secondes sur l'horloge de la fin de match, ce qui permet, quoi qu'il arrive à Philadelphie, d'avoir une possession derrière. Donc on essaye de jouer le 2 pour 1, très bonne défense des Celtics. Refus du pick and roll, on va replacer Embiid au poste bas. Finalement pour le 2 pour 1 c'est foutu, on essaye de jouer autour du franchise player face à Horford, mais vous voyez que Embiid récupère le ballon assez loin de la raquette. On aurait gagné à faire s'enfoncer un petit peu plus Embiid avant de lui servir la passe, ça n'a pas été fait ici. Et Horford, qui est pourtant plus petit, plus léger, parvient très très bien à repousser Embiid de la raquette, qui n'a pas d'autre choix que de tenter un fadeaway très compliqué, très bien défendu. Derrière, énorme erreur de Simmons, rookie mistake, la terrible rookie mistake, parce que ici, après le tir manqué en fadeaway de Embiid, Simmons arrache le rebond offensif. Donc, dans la mesure où il reste moins de 24 secondes sur l'horloge du match, il suffisait simplement à Simmons de ressortir la balle. On faisait tomber quelques secondes sur cette horloge et derrière les Celtics, ils étaient obligés de faire faute. Ils étaient obligés de faire faute et ont tombé dans le foul game qui était complètement à l'avantage des Sixers. Alors vous me direz, Simmons, il a un ballon qui lui tombe entre les mains, il est sous le cercle. Évidemment qu'il tente la claquette parce qu'il est tout près du panier. Mais malheureusement pour lui, elle est manquée. Elle est manquée et derrière, stop défensif des Celtics. Mais les Sixers, sur cette séquence, sur ce rebond offensif de Simmons, auraient vraisemblablement pu sceller le sort du match. En sortant sur Bellinelli, la probabilité qu'il fasse 2 sur 2 était à 75-80%, et le match était peut-être plié et les Sixers se seraient imposés. C'est pas le cas. Et on a toujours un Brad Stevens qui ne demande pas temps mort. Alors que, je le répète, dans cette séquence, 90% des coachs, alors qu'il y a encore 2 temps morts en banque, auraient demandé temps mort pour tout de suite aller mettre quelque chose en place. Ça n'est pas le cas ici. On la joue dans la continuité. Montée de balle des Celtics. On tente de servir Horford face à Ilyasova. Le mismatch que les Celtics cherchent systématiquement à exploiter. Donc, évidemment qu'on va partir là-dessus. Et dans la foulée, eh bien, on a un Brad Stevens qui pas très satisfait de ce qu'il est en train de se dessiner, parce que vraisemblablement on a perdu trop de temps sur la mise en place. On a un Brad Stevens qui se décide finalement à demander un temps mort, mais dans une certaine mesure, cette exploitation de Horford au poste bas face à Ilyasova aurait pu se faire. Je pense que ce qui a décidé Stevens, c'est que Horford, comme tout à l'heure Embiid, a récupéré la balle assez loin du cercle. Et donc sur un enroulé, il y aurait pu avoir une aide et ça aurait été moins évident d'aller trouver un panier forcément à haut pourcentage. En dessous, toujours est-il que les Celtics, eh bien, ils utilisent un de leurs 2 temps morts et on a là Brad Stevens dans ses œuvres en train de composer un concerto, un récital. Et voyez que, pour le coup, c'est vraiment lui qui décide et qui dessine en intégralité cette ATO, cet After Timeout, remise en jeu donc du côté des Celtics, et bien de ce côté-là, puisque le ballon avait été descendu sur Horford, donc le temps mort a lieu à l'endroit, si vous voulez, où était la balle. Alors dans cette première séquence, on a une action, vous voyez, où ça va croiser ici sur le haut. La première intention était de servir vraisemblablement Tatum, parce que vous voyez que sur la remise en jeu, on cherche tout de suite Tatum, mais très bonne défense des Sixers qui contestent très très bien, ils sont en deny. Derrière, on va servir Brown dans le corner. C'est évidemment un cafouillage sur cette remise en jeu. Et dans la foulée, tout de suite, Stevens redemande un temps mort. Il utilise son dernier temps mort, d'où l'avantage d'avoir encore les 2 en banque pour aller remettre quelque chose, redessiner une séquence. Ce que Stevens a compris, c'est que les Sixers allaient vraisemblablement changer sur tous les écrans.
Donc aller dessiner une séquence où on fait jaillir un extérieur qui vient se présenter à la balle, ça va être compliqué. Parce que systématiquement, les Sixers, ils vont changer et ils vont se mettre en deny sur cette passe vers l'extérieur. Donc Stevens change son fusil d'épaule et se dit, ok, une solution vers l'extérieur, ça va pas passer, on va dessiner une solution vers l'intérieur. Genius at his finest. Vous voyez que la séquence initiale est plus ou moins la même. On retrouve une séquence en box, donc avec 1, 2, 3, 4 joueurs plus ou moins en carré. Un Rozier qui s'écarte, un Tatum qui croise, et un Horford qui vient poser un écran descendant pour Brown qui remonte. Qu'est-ce qui se passe côté Sixers en défense? Eh bien, on change sur tous les écrans. C'est exactement ce que Stevens avait anticipé. Et du coup, on a Embiid qui sort sur Brown pour ne pas le laisser tout seul. Derrière, c'est exactement ce que les Celtics voulaient. On a un Horford qui se retrouve face à Covington. Avantage de taille, avantage de puissance pour Horford. Vous voyez que Horford, il prend la position préférentielle en laissant Covington passer devant. Très joli travail de prise de position et d'appui de Horford. La passe lobée, elle est magnifique. La réception de balle, elle est magnifique. Horford n'a qu'à remonter. Et les Celtics passent à +1. Magnifique séquence de remise en jeu. Mi-terrain, mais les Sixers, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont un dernier temps mort à utiliser. Une remise en jeu le long de la ligne latérale. On est ici. On a dans ce qui pourrait ressembler à une version bis de ce que nous ont proposé les Celtics tout à l'heure. On a une séquence un petit peu en X, où Ilyasova va croiser ici, où à l'opposé, on a JJ Redick qui va venir jaillir dans le coin. Et très souvent sur les séquences en X, l'idée, c'est d'avoir un écran descendant et lui qui remonte. Ou d'avoir une fin d'écran descendant et ce joueur-là qui remonte. L'objectif de ce mouvement-là croisé, c'est de dégager ici le milieu. C'est ça la genèse de ce genre de séquence. C'est exactement ce qu'on a ici. L'écran descendant pour un Embiid qui remonte. La passe arrive dans un timing tout à fait correct, mais la prise de position préférentielle de Embiid est un petit peu trop soft. On a un Horford qui parvient à se glisser entre Embiid et la balle. Ici, interception de Horford, encore un ballon perdu par les Sixers au plus mauvais moment. Ce qu'il allait vraisemblablement se passer, c'est que Simmons allait se présenter pour un hand-off, ou bien Embiid allait faire dans la foulée un enroulé pour aller au cercle. Mais tout ça n'aura pas lieu. Interception de Horford. Les Sixers n'ont pas d'autre choix que de faire faute. Horford mettra les 2 lancers francs. Derrière, plus de temps mort. On est obligé de la jouer un petit peu en Oura basket. On parvient quand même à aller servir Bellinelli, qui parvient à avancer un petit peu et à déclencher un Ave Maria quasiment au buzzer, qui parvient quand même à toucher le cercle. Les Celtics ont fait le choix de ne pas faire faute. C'est toujours risqué de toute façon quand il reste très peu de secondes comme ça d'aller faire faute volontaire, parce que vous risquez de laisser 3 lancers à l'adversaire. Et nouveau stop défensif de Boston qui place les Sixers au fond du gouffre, menés 3-0. Il y a 2 catégories de fin de match dans le basket. Il y a les fins de match Oura Basket, Hero Ball, où les coachs laissent décider les joueurs. Et il y a les fins de match basketologiques, ou en tout cas un petit peu plus structurés tactiquement, où les coachs vont faire en sorte de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour aller marquer des paniers et faire gagner l'équipe. Eh bien, on aura été dans l'option 2, vous l'aurez compris, sur ce match. Un match vraiment intéressant sur le plan tactique, plein de petits détails, plein de petites choses qui ont démontré une nouvelle fois que Brad Stevens était l'un des meilleurs coachs de la NBA. Basketologie, merci de votre fidélité, bon match à tous.